Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la saison 2 du podcast Un autre chemin est possible. Donc le podcast il a déjà 1 an, je trouve ça dingue, donc c'est une aventure que je reprends dans cette rentrée avec grand plaisir. Et pour cette 2e saison, je commence tout de suite avec une interview de rentrée avec Émilie Boriglione, que vous connaissez peut-être sous le nom de C'est si bon nutrition sur Instagram. Donc moi j'ai rencontré Émilie il y a 5 ans. J'ai recompté avant l'épisode. Donc à l'époque, j'étais vraiment passionnée de naturopathie et je cherchais un stage pour pratiquer en fait la cuisine du quotidien, mes versions naturopathiques. Donc voilà, je commençais à avoir plein de connaissances, mais je cherchais quelque chose pour pratiquer et je ne trouvais pas. Et je suis tombée sur le site d'Émilie et du coup, je suis allée faire un stage dans ses cuisines à Bordeaux. Et ça a été une super expérience et qui a beaucoup changé ma manière de cuisiner depuis. Donc depuis, on est toutes les deux devenues maman et coach à peu près en même temps. Et aujourd'hui, j'avais envie d'inviter Émilie qui, je crois, vient de fêter ses 10 ans d'entreprise avec C'est si bon nutrition et ses 20 ans d'entrepreneuriat. Rien que ça. Émilie, comment vas-tu aujourd'hui? Merci Marion pour cette introduction. Bah, écoute, je suis très très contente de te retrouver dans ce contexte-là et comme tu disais, 5 ans après notre première rencontre autour de la cuisine et merci en tout cas de m'inviter, de me donner la parole et j'ai déjà hâte de tout ce qu'on va échanger ensemble. Alors, Émilie, bon, j'ai commencé un petit peu à parler, à dire un petit peu qui tu es, mais est-ce que toi, tu peux te présenter avec tes mots? Alors, je dirais que je suis entrepreneur avant tout, parce que comme tu disais, presque 10 ans avec ces si bons d'entrepreneuriat, donc autour de l'alimentation naturo, et 20 ans d'entrepreneuriat au compteur avec mes autres activités entrepreneuriales, puisque j'ai été quasiment que entrepreneur dans ma vie, donc ça me définit quand même pas mal l'entrepreneuriat. Et donc, comme tu disais, je suis aussi maman d'un petit garçon, et je dirais que je suis aussi une femme passionnée je dirais par la naturopathie, par la cuisine, par tout ce qui touche le vivant. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai envie de me présenter aujourd'hui. Et puis après, on parlera certainement un peu plus en détail de mon activité. Justement, tu peux nous raconter, donc même j'ai envie de dire tes activités, parce que pour moi, tu es quand même une femme plurielle. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai beaucoup développé mes activités sur l'axe de l'accompagnement. Ça, c'est vraiment ce qui me caractérise. Mais ces accompagnements, ils ont évolué au fur et à mesure des années, puisque initialement, donc je me suis reconvertie à la naturopathie en 2015. Et au départ, bah voilà, j'ai tout simplement proposé ce pourquoi on est formé en école de naturo, des accompagnements individuels en naturopathie. Mais très rapidement, j'étais pas du tout à ma place. J'ai été artisan pendant des années, donc j'ai beaucoup bougé, j'étais beaucoup dans la fabrication, dans la création, et il m'a manqué cet aspect créativité que très rapidement j'ai trouvé à travers la cuisine. Mais parce que j'ai répondu à un besoin aussi, je voyais des personnes défiler dans mon cabinet en 2015 et je voyais que on parlait d'alimentation, on parlait de mode de vie, et je voyais bien qu'elle me posait plein de questions en disant, mais ok, tu parles de la cuisson vapeur, tu parles du wok, tu parles des huiles, mais moi, comment je fais? Où est-ce que je trouve ces produits et comment je les transforme derrière?
Et du coup, la cuisine a pris une grande place dans mon activité. J'ai osé, je peux le dire osé parce que c'était pas forcément quelque chose de très commun à cette époque-là, pas encore complètement aujourd'hui, me lancer vraiment dans la cuisine et proposer des ateliers de cuisine, des stages en cuisine. C'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés autour de la cuisine naturo pendant jusqu'en 2019. C'est ce que j'ai proposé quasiment à temps plein. Et donc, c'est une activité qui s'est vraiment très bien développée et dans laquelle je prenais énormément de plaisir parce que je trouvais que la cuisine est un moment où on partage. Il y a une autre relation qui se crée dans l'accompagnement à travers la cuisine, parce qu'on mange ensemble, on échange sur nos souvenirs gustatifs, culinaires. C'est aussi un héritage familial, la cuisine. Et petit à petit, cette activité, elle s'est transformée. Bon, après, je pense qu'elle s'est transformée à travers l'actualité aussi, puisqu'en 2020, on a été tous confinés chez nous. Donc, c'est une activité que j'ai digitalisée cette année-là. Et petit à petit, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'avais envie de faire de ces ateliers de cuisine, puisque une fois que le digital était lancé, bah, j'ai envie de dire, il y avait plus de, il y avait plus de barrières, hein, je pouvais faire tout ce que j'avais envie. Et donc, j'ai mis en pause les ateliers en présentiel. Ça a été pendant un temps pour les particuliers en digital et j'ai eu énormément de professionnels qui m'ont questionné, mais aussi de particuliers pour savoir si quelqu'un reprenait les ateliers en présentiel. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas former les professionnels à la cuisine naturo. Et en même temps, j'avais cette petite idée de me dire, il y a la cuisine, donc on a envie de savoir comment j'ai créé ces ateliers de A à Z. On a envie d'avoir des connaissances un peu simplifiées parce que quand on sort de formation, bah, il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Mais aussi, comment on fait pour devenir entrepreneur? Donc petit à petit, je suis allée dans cette direction, plus sur le sujet de l'entrepreneuriat, puisque bah, je me suis dit, j'ai quand même voilà, pas mal d'années d'entrepreneuriat derrière moi. Je me suis beaucoup questionnée sur mes challenges et qu'est-ce qui s'était passé dans mon parcours. Et donc, du coup, j'ai eu envie aussi de transmettre tout ça. Donc, on s'est retrouvés aussi toutes les deux en formation de coaching, puisque j'ai voulu rajouter dans ma boîte à outils le coaching, qui est un outil hyper puissant et je pense on est vraiment d'accord là-dessus. Et j'ai rajouté aussi le FT parce que j'ai vu à quel point la gestion des émotions, le mindset était hyper important quand on était entrepreneur. Donc, mon activité, elle a vraiment évolué comme ça au fur et à mesure des années et je pense qu'elle va encore évoluer pendant les prochaines années. Oui, en fait, elle continue d'évoluer avec toi et on en reparlera peut-être justement dans la suite de l'épisode. Peut-être que on va revenir un petit peu à la genèse de tout ça, à tes débuts. Donc comment t'en es arrivé là? Parce que là, tu nous as raconté le switch en fait des dernières années depuis 2020 à peu près. Mais tu disais avant, tu étais artisan, t'as pas toujours été naturopathe dès le début. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es lancée? Alors déjà, la naturopathie faisait partie de ma vie, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, dès mon plus jeune âge, d'avoir une naturopathe dans mon environnement familial. Et donc, du coup, d'avoir cet accompagnement, cette sensibilité au bien manger, à la cuisine. Je me faisais masser, j'ai vraiment des souvenirs de me faire masser très, très jeune. Et donc ça a quand même fait partie longtemps de ma vie. Et puis, bah, je me suis lancée dans cette première activité professionnelle d'artisan. Et là, j'ai envie de dire un peu par hasard parce que au départ, j'étais plutôt en mode études. J'étais en prépa Sciences Po, je voulais préparer mes concours. Donc voilà, j'étais vraiment dans un environnement très très études, mais j'avais aussi quand même cette envie d'être libre financièrement. Et donc, cette idée de me lancer en tant qu'entrepreneur, ce qui à l'époque, je me disais pas je me lance en tant qu'entrepreneur, c'était juste de me dire est-ce que je pourrais gagner de l'argent? Je cherchais des petits jobs d'été, personne ne voulait de moi parce que j'étais trop absente, parce que j'avais des concours à droite à gauche pour passer mes concours Sciences Po. Et un jour, j'ai dit à mes parents, bah, j'ai envie de vendre mes créations sur les marchés puisque j'étais quelqu'un d'hyper créative et donc je fabriquais des bijoux. Mon père, qui travaillait dans le cuir, m'avait formé au métier du cuir, donc je faisais des petites bourses, des petites pochettes, des ceintures et je me suis dit, mais pourquoi je pourrais pas vendre ça sur les marchés? Donc un peu jouer à la marchande, tu vois. Pour moi, c'était aussi simple que ça, mon idée de je me lance. Et donc à ce moment-là, bon, mes parents m'ont dit on va se renseigner, on va voir. Ils arrivent à l'URSSAF et la dame leur dit mais vous savez, enfin donnez-lui de l'argent de poche, ce sera beaucoup plus simple parce qu'à l'époque j'étais mineure. Moi j'étais quand même, voilà, quand j'avais une idée en tête, j'étais bien accrochée. Mes parents m'ont suivi
Et j'ai eu comme ça mon numéro de tiré. Et là, il a fallu que je structure un tout petit peu le truc parce que finalement, vendre sur les marchés, ça veut dire avoir un stand, avoir des produits, fabriquer les produits. Et donc, petit à petit, je me suis mis un peu dans cette énergie-là, de me dire, bah, le matin, je produis, le soir, je vends. Et j'étais vraiment dans un environnement d'artisans. Donc, vraiment, à l'époque, ça voulait encore dire quelque chose, hein, parce qu'il y a 20 ans, l'artisanat était vraiment reconnu. Et en fait, ça s'est fait comme ça, assez naturellement, de commencer à vendre mes créations. Ça a hyper bien fonctionné. Je me souviens d'avoir des clients qui venaient un peu partout en France pour acheter mes créations, que je revoyais chaque année en plus, hein. Et donc, bah, je suis devenue entrepreneur comme ça. Mais dans ma tête, je me sentais pas du tout entrepreneur. Je me disais juste, bah, je suis créatrice de bijoux, je vends mes créations sur les marchés. Enfin, je suis un peu une marchande. Et ça me permet de payer mes études. Donc, je ne le voyais pas du tout comme une activité à part entière. Et c'est progressivement que cette activité, elle a pris beaucoup plus de place quand j'ai déménagé à Paris pour mes études. Et donc là, à ce moment-là, bah, voilà, je m'étais plutôt redirigée vers l'histoire de l'art. Voilà, je me cherchais encore énormément dans ce que j'avais envie de faire dans mon activité professionnelle, puisque je considérais pas du tout que j'étais dans une activité professionnelle finalement, en tant qu'artisan. Et ça s'est mis en parallèle de mes études et ça m'a suivi tout au long de mes études. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, là, j'ai eu vraiment une autre vision de ce que j'étais en train de faire depuis des années. Je me suis dit, ah, en fait, je suis artisan, oui, mais je suis créatrice. Et donc, je suis allée plutôt sur les marchés de créateurs. Je me suis référencée sur les sites de vente en ligne. Alors, c'était tout nouveau à l'époque, donc ça veut dire faire des photos, faire des descriptions de produits, penser quelque chose d'assez harmonieux dans ses créations, d'avoir des produits qui soient dupliqués, parce que vendre un seul produit, ça voulait dire créer une fiche produit. Et donc, petit à petit, je suis allée dans cette direction en n'y connaissant absolument rien. Et puis un jour, une boutique me contacte en me disant, ben, on veut vos produits. Et donc là, je me dis, oh, mais il faut que je fasse un catalogue. Et enfin, voilà, tout est arrivé un petit peu comme ça au fur et à mesure. Ça a été des opportunités et ça m'a permis de me structurer, mais j'avais pas du tout anticipé. Voilà, moi j'ai juste répondu. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert maintenant en 2024, c'est que moi, je réponds à l'extérieur. Dès qu'on me pose une question, ça me permet de passer à l'étape supérieure. Et puis, j'ai été invitée sur des salons professionnels. Donc, j'ai fait la Foire de Paris, je fais des salons pro à Villepinte. Voilà, je suis vraiment rentrée dans un peu plus l'environnement marque. Donc, j'ai créé un peu une image de marque, ce que je n'avais pas du tout fait les premières années. Et j'ai eu un procès qui m'a vraiment beaucoup affectée, puisque j'ai été attaquée au départ pour copie. Et finalement, ça s'est transformé en concurrence déloyale et parasitisme, ce qui sont quand même des mots assez forts. Et donc là, bah pareil, je me suis retrouvée dans un milieu et dans un environnement face à un obstacle, on peut le dire, pour le coup, que j'avais absolument pas anticipé. Moi, j'étais vraiment en mode cuicui les petits oiseaux. Je suis artisan créatrice. Je fais ce qui me plaît. Je suis en contact avec mes clients, c'est génial. Ils aiment mes créations. Je raconte mon histoire, c'est trop bien. Ok, là, on n'est plus du tout dans la cour de récré maternelle, hein, on est vraiment dans la cour des grands. Et c'est vrai que je me le suis pris vraiment comme une porte en pleine face, hein. Donc, il a fallu que je prenne un avocat, il a fallu que me défende, en fait. Et ça a été vraiment pour moi un gros stop, euh, physiquement aussi, moralement, mais physiquement. C'est là où j'ai vu vraiment que ma santé j'en prenais pas assez soin et que du coup, dès qu'il y avait ce paramètre-là, stress, qui prenait toute la place, mon corps répondait avec beaucoup de symptômes digestifs. J'étais souvent malade. Voilà, j'allais tout le temps voir le médecin traitant qui était en bas de chez moi. Vraiment, j'avais un abonnement où rien n'allait. Et donc là, ça m'a permis de me re-questionner sur bah, pourquoi je fais ça, est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans? Et petit à petit, je me suis dit, en fait, j'ai pas vraiment choisi consciemment de faire ce que je fais aujourd'hui. C'était une opportunité et je la regrette pas. Mais peut-être que bah, un autre chemin est possible, si on reprend le nom du podcast. C'est ce qui me vient pour moi. Et donc, j'ai commencé à me questionner, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Au début, je me suis questionnée, est-ce que j'irais pas dans la vente? Parce que j'aimais beaucoup la relation que j'avais avec mes clients. Et finalement, je me suis dit, non, mais la vente telle qu'elle est prônée dans les écoles de commerce, voilà, c'est très marketé, donc c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, parce que moi, j'ai envie d'être en relation.
Et puis un jour, je me balade dans le 15e où j'habitais à Paris et il y avait une école de naturo. Et donc là, je me suis dit, ah ok, mais c'est vrai, la naturo, mais qu'est-ce que c'est déjà? Et puis je me suis rappelé de tout ça, puis ça fait partie de ma reconstruction. Et je me suis inscrite en formation en week-end. Et au final, cette inscription en formation, elle était plus pour moi, je me reconstruis, je me reconnecte sur comprendre mon corps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment moi je peux aller mieux. Et je pense que c'est souvent le parcours des naturaux en reconversion, c'est d'abord pour soi ou pour quelqu'un dans sa famille, de son entourage, pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et j'y suis vraiment allée en mode tranquille parce que au fond, c'était pas vraiment une reconversion professionnelle au départ. C'était plus un passage à l'action pour moi. J'avais envie de comprendre ce qui se passait. Et c'est vraiment progressivement au fur et à mesure de la formation que là, un projet professionnel a commencé à se dessiner. Mais la première année de formation, clairement, j'écoutais ce qu'on me disait, j'essayais d'appliquer des choses pour moi. Il y a plein de moments où je comprenais rien de ce qu'on me disait, hein. C'était très flou. J'avais plutôt un bac économie, j'étais plutôt très littéraire, donc le côté scientifique, pour moi, était très, très complexe. Donc, je me suis accrochée en me disant, en fait, tu es là pour toi. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Donc, c'est grâce à cet état d'esprit de, il n'y a pas d'enjeu, tu le fais pour toi, t'es pas dans un projet pro, plutôt, c'est vraiment pour toi, qui m'a permis de surmonter cette étape de je comprends rien. En fait, c'est trop flou. Et c'est vraiment la deuxième année où là, je me suis dit, OK, je commençais à beaucoup en discuter autour de moi, à mes amis, à ma famille. On me posait plein de questions. Donc, comme je réponds beaucoup à l'extérieur, ça a commencé à structurer quelque chose dans ma tête. Et c'est vrai que ça tournait quand même toujours autour de l'assiette, parce que j'avais vraiment retenu pour moi qu'il était important de rééquilibrer mon assiette, puisque toutes ces années où je faisais des marchés, où je faisais ensuite des salons, bah, je mangeais des sandwichs, je buvais du café, alors que le café ne me convenait pas du tout. Ça m'arrivait de boire des sodas. Voilà, j'étais clairement pas dans une alimentation équilibrée, alors que j'avais quand même été élevée dans un environnement d'une alimentation équilibrée. Donc, le stress et la vie active avaient pris le dessus sur mon équilibre alimentaire. Donc, ça a été la première chose que j'ai rééquilibrée. Et peut-être parce que ça me semblait être aussi une thématique plus accessible pour moi, qui sur certains autres sujets en formation, j'étais encore un peu dans le doute de ce qu'on était en train de me dire. Donc je me suis dit, l'alimentation, bon, ok, c'est facile. Et donc c'est comme ça que le projet a commencé à se dessiner. Et du coup, je me suis entraînée dès la deuxième année à donner des conseils alimentaires à qui bien voulait les entendre aussi, hein, parce que ça n'a pas été hyper fluide quand j'ai dit à tout le monde, OK, je suis en formation naturo, dans un environnement plutôt entrepreneur, créateur. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Je comprends pas du tout ce qu'elle fait. Ça a été un gros sujet de blague de mes amis à l'époque, où dès qu'on était à table, voilà, je me prenais tous les commentaires, ah, t'as vu ce qu'on a dans l'assiette, etc. Donc la reconversion, elle n'a pas été fluide euh, sur le regard des autres. Et ça, je pense que beaucoup de personnes qui sont en reconversion doivent le sentir. Mais moi, c'était tellement important pour moi que du coup, je me suis dit, c'est pas grave, ils comprendront plus tard ou pas. Ou pas. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont compris bien plus tard. Mais du coup, moi, j'avais déjà avancé sur mon chemin, donc c'était chouette. Et pendant ce temps-là, tu travaillais, tu avais une activité, donc tu gardais une activité pendant tes études. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Oui, alors mon activité, mon entreprise, elle continuait à tourner. Je ne pouvais pas arrêter du jour au lendemain. Puis j'étais encore en procès. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'avais à la fois mes salons, mes boutiques en ligne qui tournaient, mes boutiques pro qui continuaient à me faire des commandes. Donc la semaine, je travaillais sur ce projet-là. Le week-end, j'allais en formation. Et il y a eu un moment où c'était très compliqué parce que du coup, j'étais tellement affectée par le procès que je n'arrivais plus à créer, je n'arrivais plus à avoir de la clarté sur ce que j'étais en train de faire, que j'ai même pris un job alimentaire le week-end. Et là, ça a été un peu la bouée sauvetage pour moi parce que je me souciais plus de la partie financière. Et je suis très bien tombée puisque je travaillais dans une petite boutique de bijoux qui était dans le 15e, donc à côté de chez moi. Et je bossais les week-ends et elle me laissait quand même les week-ends où j'étais en formation. Donc c'était mais vraiment parfait pour moi. Je n'aurais pas pu rêver mieux.
Et surtout, c'est quelqu'un qui me soutenait, qui valorisait aussi ce que j'étais en train de créer dans la boutique parce que j'avais de l'expérience et qui avait énormément confiance en moi. Donc, on était vraiment dans une relation de confiance. Et ça m'a beaucoup soutenue parce que quand on est entrepreneur tout seul, il y a personne qui vient nous dire, mais ce que tu fais, c'est génial, bravo, etc. Et donc, moi, ça a été vraiment une bouée pour moi de me dire, il y a quelqu'un qui voit les efforts que je suis en train de faire, qui voit ce que je suis en train de traverser. Ça n'a pas été facile parce que clairement, j'étais en surmenage, hein. Je me souviens très bien que le premier jour à la boutique, je devais avoir 2 boutons de fièvre. J'étais dans un état de fatigue hyper avancé. Mais ça veut dire aussi que dans ces moments-là, ou même quand on est dans un état de fatigue, des fois se mettre en action sur quelque chose qui nous fait du bien, et pas être en mode allongé sur son canapé où j'aurais broyé du noir H24, m'a vraiment aidé à me sortir de cette situation. Et du coup, quand tu t'es lancée officiellement en tant que naturopathe, donc tu disais en deuxième année l'idée a germé, et à la fin de ta troisième année, tu t'es dit ça y est, je me lance et t'as fait le switch, comment ça s'est fait? Alors, ce qui s'est fait, c'est que moi, j'ai besoin d'acter symboliquement les changements. Et donc, ce passage s'est fait avec un déménagement. J'ai quitté Paris, j'ai déménagé à Bordeaux, alors plus pour des raisons perso, mais j'ai, j'ai vu cette opportunité pour moi de changement géographique comme un changement d'activité. J'avais beaucoup de mal à assumer ce changement d'activité à Paris parce que j'avais l'impression que c'était écrit sur mon front, voilà, maroquinerie, créatrice, etc. Et que je me suis dit, bon, je vais débarquer avec ma nouvelle casquette de naturo et en fait, personne va comprendre ce qu'elle fait. Et donc, le changement a été une opportunité de me présenter comme naturopathe quand je suis arrivée à Bordeaux. Donc ça m'a énormément aidée. Et puis j'ai quand même continué à me former l'année où je suis arrivée à Bordeaux. Mais voilà, dès Bordeaux, je me suis dit, voilà, j'ouvre mon cabinet. J'ai eu la chance de trouver une maison, il y avait une pièce inutilisée, donc j'ai pu lancer mon cabinet comme ça. Et puis tout de suite aller voir des magasins bio, aller à la ruche qui dit oui. Enfin vraiment, créer un réseau où là, c'était Émilie naturopathe et plus Émilie créatrice. Et ça m'a beaucoup aidée. Ah, ça a dû être libérateur et c'est marrant parce que effectivement j'ai pas mal de personnes autour de moi en école ou effectivement qui ont eu ce besoin de changer un peu de lieu comme on change d'identité professionnelle comme tu dis pour avoir cette liberté de se réinventer et comme tu t'as aussi pas mal parlé du regard des autres tout à l'heure pendant ta formation et en fait le fait d'avoir un regard neuf et où personne qui nous connaît ça peut être extrêmement libérateur pour oser se lancer en fait. Ouais, complètement. Et je trouve que quand on a des questionnements comme ça, de changement de vie, c'est intéressant de voyager aussi, de partir dans un autre pays pendant quelques temps pour justement être complètement coupé du regard des autres, parce qu'on est à la fois dans un monde différent, dans des règles de société qui des fois sont différentes et où on connaît personne. Et ça peut être libérateur justement pour aller se questionner dans un nouvel environnement sur ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai revécu dans mon activité récemment, ce changement, cette évolution d'activité où j'avais vraiment cette peur de me dire, mais on va pas me reconnaître dans cette nouvelle évolution. Donc, je trouve que c'est des changements qui sont pas anodins. Même dans la même activité, quand on a envie de toucher une nouvelle clientèle, donc moi, ça a été le passage des particuliers aux professionnels, j'ai mis énormément de temps à assumer, à vraiment dévoiler au grand jour ce changement de posture. Donc, je trouve que c'est des questionnements qui peuvent arriver à tout moment, à la fois quand on a réellement envie de changer d'activité. Moi, on me disait, mais comment tu as pu construire cette activité pendant toutes ces années et tout laisser tomber? Et là, il a fallu que je me raccroche à cette idée que en fait, c'est en train de me tuer. Cette activité est en train de me tuer, en train de me bouffer. Alors oui, peut-être que j'y ai consacré 10 ans de ma vie, mais qu'est-ce que j'ai envie de choisir pour moi? Donc peu importe que les autres voient tout ce que j'ai pu construire et bâtir. Si à un moment donné, le château de cartes il s'effondre sur ma tête, bon, ça n'a aucun sens. Et du coup, je l'ai vécu aussi dans mon activité plus récemment, ça fonctionne, pourquoi j'irai voir ailleurs alors que ce que j'ai construit fonctionne très bien, je vis de mon activité et c'est plus moi à l'intérieur de moi que je sens que j'ai envie et je suis appelée ailleurs, j'ai envie de faire évoluer. Donc c'est des passages qui peuvent être à la fois ça marche plus et je suis en train de m'effondrer physiquement et dans ma santé, ou ça marche mais dans ma tête c'est plus aligné. Ouais, t'as complètement raison, c'est des passages, comme tu dis, et des mises à jour et des mues, des sortes de mues qu'on vit. Ouais.
Donc pour moi, c'est ça mes plus gros challenges et mes plus grosses difficultés, tu vois, que j'ai traversées. C'est moi par rapport aux autres et moi par rapport à moi aussi. Ouais, le regard que tu portes aussi sur toi-même, en quelque sorte. Ouais, L'identité que tu t'es construit est autorisée à t'en choisir une autre. c'est ça, on est dans des cases finalement. Et en fait, comment je fais pour sortir de ma case? Est-ce que la forme de ma case me convient? Est-ce que je peux être dans plusieurs cases en même temps? C'est des vrais sujets, hein. Et c'est intéressant que tu parles aussi, des fois c'est difficile de quitter quelque chose quand c'est douloureux, mais aussi quand ça marche bien, en fait, dans les deux cas. Ouais, complètement, complètement. Mais j'ai vécu les deux situations. Donc je peux dire que c'est challengeant dans les deux cas. Et du coup, comment ça s'est débloqué pour toi, C'est si bon Nutrition? Ça a tout de suite été C'est si bon Nutrition ou t'as pas eu tout de suite ce nom de marque? Tu t'es lancé d'abord en ton nom? Comment t'as fait? Et quand est-ce que ça a décollé, en fait, pour toi, ton activité, ta deuxième activité, du coup? Ce qui s'est passé, c'est que en ayant une expérience entrepreneuriale précédente en tant qu'artisan créatrice, on va dire, j'avais déjà un nom de marque que j'ai développé assez tardivement. Et quand j'ai eu le procès, ça m'a aidé en fait. Je me suis dit, c'est génial d'avoir ce nom de marque parce que ça donne un peu de distance. Bon, il se trouve que durant ce procès, j'ai été attaquée à la fois dans mon nom de marque et à la fois personnellement. Et c'est là où j'ai pris conscience que ça avait énormément d'impact d'être attaqué personnellement sur ton nom, prénom. Et donc, en 2015, je me souviens très très bien dans la cuisine, dans notre cuisine à Paris, il y avait un tableau avec une craie et c'est comme ça que c'est si bon, nutrition, santé, plaisir a vu le jour. Parce que j'avais envie d'amener de la légèreté, parce que même si c'était un métier de l'accompagnement, moi j'avais vraiment toujours cette notion qui était très importante pour moi, qui fait partie de mes valeurs, de créativité. Fallait que ça soit joyeux et créatif, même si on parlait de santé. Et donc, c'est si bon, ben, il y avait vraiment la notion plaisir, le côté alimentation et la santé qui était quand même présent, donc à la fois dans le logo. Et donc, dès le départ, c'était très clair pour moi que j'avais envie de me développer à travers ce nom de marque. Et j'avais quand même cette double activité en quelque sorte, puisque c'est si bon, c'était l'image de marque avec le côté alimentation, recette et mon nom-prénom sur les consultations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de moi, on va me dire, ah, Émilie, c'est Simon. Souvent, c'est ça. Complètement. C'est vrai que moi aussi, j'ai cette image, Émilie, c'est si bon. Et ça a tout de suite marché pour toi sur Bordeaux. C'était il y a 10 ans. Du coup, le paysage en tant que pour la naturopathie n'était pas vraiment le même qu'aujourd'hui. Oui, ça a beaucoup changé. Alors, quand je me suis installée en 2015, il n'y avait pas beaucoup de naturopathes, mais il y en avait quand même. Alors, ce qui a tout de suite marché, c'est quand j'ai tout de suite assumé euh, de parler d'alimentation. Parce que finalement, la naturopathie, c'est quand même très large. Quand on sort d'école de naturo, voilà, c'est une hygiène de vie globale. On peut parler des émotions, il y a le massage, et pour certains, il y a l'iridologie. Enfin, il y a énormément de thématiques qu'on aborde en naturo. Et moi, dès le départ, et ça, je pense que c'était parce que dès le départ dans la formation, j'étais tellement pas à l'aise dans les autres domaines que je me suis dit, bah, je prends le domaine dans lequel je peux aller, c'est la nutrition. Et donc, mine de rien, ce petit échec de ne pas me sentir à l'aise dans les autres domaines m'a été une force pour moi dans mon lancement parce que pour beaucoup de personnes en 2015, la naturo, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire, je prends des huiles essentielles quand j'ai mal à la tête. Je sniffe des huiles essentielles quand j'ai mal à la tête, tu vois. On sait aujourd'hui que c'est pas du tout ça, hein. Mais du coup, c'était la vision à l'époque. Et donc, quand je me suis présentée en tant que naturopathe, experte en alimentation santé, beaucoup de personnes se disent, ben, je comprends de quoi elle me parle. Donc, les gens venaient me voir pour parler d'alimentation, pour parler de rééquilibrage alimentaire, se questionner sur l'alimentation. Et donc ça, je suis convaincue, c'est que c'est ce qui a fait que mon activité, elle a décollé assez rapidement. Deuxième paramètre, j'avais pas le choix, j'avais pas de Pôle emploi, donc il fallait que ça fonctionne tout de suite. Donc je pense que tout ce que j'ai pu mettre en place dès mon installation à Bordeaux, c'est-à-dire faire du réseau, parler de mon activité non-stop, aller à la ruche, aller à la Biocoop, vraiment, j'ai essayé vraiment de me mettre un petit peu partout où il y avait ce sujet de l'alimentation dans les associations, a fait que tout de suite, bah, on s'est souvenu de moi. Et finalement, j'étais la seule à assumer et affirmer auprès de tous, je parle d'alimentation santé. Donc, j'avais pas de concurrence en quelque sorte dans la naturo alimentation santé. Oui, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet de l'alimentation, il est beaucoup plus présent, je trouve, dans la naturo maintenant. Oui, complètement, parce que je pense que
C'est un sujet qui s'est démocratisé. Le marché de la bio, il a énormément évolué ces dernières années. Moi, j'ai cette vision du bio depuis que je suis enfant, où quand je suis enfant, c'était des regroupements d'achats. Alors à l'époque, c'était pas hyper à la mode, où mes parents achetaient de la farine par 5 kilos. Les rayons bio, c'était vraiment trois produits qui se battaient en duel, ou des magasins qui étaient pas trop sexy. Aujourd'hui, il y a quand même une explosion du bio, des rayons bio, des magasins bio. Donc, c'est devenu un petit peu plus à la mode. Donc, forcément, le sujet de l'alimentation s'est énormément développé. Mais moi, j'ai eu la chance d'arriver avant. Et d'arriver avant et de développer avant ces ateliers. Ce qui fait que je pense que je suis devenue la référence dans ce domaine-là et que même si aujourd'hui il y a de la concurrence, et je pense qu'il faut qu'il y ait de la concurrence parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à accompagner, chacun y va avec son identité, avec son énergie, avec sa patte, avec voilà, ses convictions. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, je suis présente depuis autant d'années. Donc, finalement, il y a une relation de confiance qui s'est créée avec ma communauté parce que ça a aussi été le démarrage pour moi sur Instagram. Avant, les réseaux sociaux, dans mon ancienne activité, j'étais un peu sur Facebook. Bon, voilà, je savais même pas ce que c'était un hashtag. Voilà, donc petit à petit, les réseaux sociaux m'ont aussi permis de maintenir le lien avec une communauté bah, depuis maintenant 10 ans. Et j'ai des personnes qui me disent, mais je te connais depuis le tout début. C'est trop chouette de voir comment tu as évolué, comment tes offres ont évolué. Donc le passage à l'action aussi de certaines personnes dans ma communauté a pris pas mal d'années, dans les ateliers, dans les stages, des fois dans des conférences. Voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais, t'as raison de... En fait, à la fois, tu t'es développé, t'as eu ce développement local et en même temps ce développement digital et qui ont permis des gens de te suivre depuis aussi longtemps. Tu parlais tout à l'heure de tes difficultés et les challenges que tu avais rencontrés, mais est-ce qu'à un moment, donc c'est peut-être plus tard parce que là, tu nous parles de le moment où tu t'es lancé, ça marchait bien, mais est-ce qu'à un moment tu t'es dit que tu pouvais, t'as traversé vraiment un échec ou autre que dans la partie créatrice, où tu t'es dit que tu allais arrêter ce que tu faisais en Alors, fait? si je reviens sur le sujet du challenge, j'en ai eu plusieurs et c'est des challenges qui sont très différents, il y a des échelles différentes et je trouve que c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui on en parle peu finalement sur le côté Instagram de la vie parfaite. On a l'impression qu'il y a des entrepreneurs qui réussissent tout et d'autres non. Mais j'ai eu plusieurs challenges, c'est que quand j'ai décidé de lancer les ateliers, j'ai eu ce challenge de me dire, est-ce que je vais trouver un lieu? Donc j'ai commencé à sous-louer une cuisine, ce qui a été challengeant pour moi parce que j'avais jamais fait, donc il y avait plein de choses à mettre en place. Et quand ça a commencé à bien marcher, nouveau challenge, je me rends compte que le mec craque et me donne un loyer qui est complètement exorbitant. Donc tu commences à avoir un palier dans ton activité où ça commence à super bien rouler, et là, tu n'as plus de lieu. Et donc, ça veut dire que j'ai dû trouver un lieu que j'ai moi-même créé. Deuxième challenge, parce que là, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Déjà, j'ai mis des mois à trouver un lieu. Quand je l'ai trouvé, j'ai vu le prix qu'allaient me coûter les travaux pour créer une cuisine aux normes, telle que je l'imaginais, avec un propriétaire qui était absolument pas aidant sur le sujet. Donc tout ça, ça roule. Troisième challenge, le Covid arrive, plus de présentiel. Alors que 2019 a été une super année pour moi. Donc à chacune de ces étapes, je me suis toujours dit, ouais, peut-être que je vais arrêter, peut-être que ce que je suis en train de faire est complètement farfelu, que je vais pas m'en sortir, etc. Donc j'ai eu à chaque fois des moments où je me roule en boule et je pleure un bon coup, hein, très franchement. Mais ce qui m'a quand même à chaque fois aidé, c'est que c'est viscéral. Je sentais en moi que c'est quand même ça que j'avais envie de faire. Que c'est un peu comme l'avion, tu vois. J'ai peur de l'avion, mais à l'idée de rater une opportunité de voyage, de découvrir une autre culture, bah tant pis quoi. J'ai peur de l'avion, je prends sur moi, je serre les dents et j'y vais. Alors, sur les premières années, donc les deux premiers challenges de j'ai une cuisine, j'ai plus de cuisine, je dois créer une cuisine. C'est une période de ma vie où clairement je n'ai pas suffisamment pris la mesure de ce qui était important pour moi, c'est-à-dire me faire accompagner. Donc ça a été un peu des portes. Alors pas des aussi grosses portes que mon procès, mais quand même des portes. À chaque fois, j'en ressortais avec beaucoup, beaucoup de nœuds intérieurs. C'était très douloureux. Et c'est vraiment 2020, Covid, où là, je me suis dit, c'est plus possible. Tu peux pas vivre chaque fois ces challenges avec autant d'intensité.
Et parce que j'étais enceinte en 2020, il y a eu cette superposition de je vais devenir maman. Il y a le Covid et comment je vais gérer cette vie-là avec tous ces challenges. Et je crois que je n'avais même pas mesuré à quel point ce changement de devenir mère allait être aussi impactant pour moi. La grossesse s'est bien passée, mais dans un contexte de stress énorme, puisque j'ai dû annuler tous mes ateliers, j'ai dû rembourser tout le monde. Et là, on parle de 15 000 euros, hein, on ne parle pas de 100 euros. J'ai dû faire un prêt, c'était nouveau pour moi, j'avais jamais emprunté de l'argent, je m'étais toujours débrouillée en me disant je gagne de l'argent, je le réinvestis. Donc il y avait cette notion de liberté qui était hyper forte et là je me disais mais je suis obligée de demander de l'argent, donc ça entrave ma liberté, comment je vais faire? Voilà, donc j'ai été très challengée. Et puis après il y a eu la naissance de mon fils et le postpartum et là je me suis vraiment pris une porte parce que euh, là, tu gères plus rien, tu ne contrôles plus rien. C'est-à-dire qu'il y a un être humain qui est dans tes bras, qui pleure, qui a faim, qui a des besoins vitaux, et toi, t'as beau être stressé, tout ce que tu veux, tu peux pas le poser et dire je reviens plus tard. Donc ça a été très très challengeant pour moi de devoir gérer ce changement d'activité en digitalisation et ce petit être qui est arrivé dans notre vie, qui avait énormément de besoins et dont j'avais envie de prendre soin aussi. Donc, ça veut dire que mes priorités ont changé à ce moment-là. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. Tu peux pas être Wonder Woman qui gère toute seule. Tu as besoin d'être accompagnée. Et c'est là où je me suis vraiment intéressée à l'EFT, au coaching. Je me suis fait accompagner en coaching, en EFT, en toute thérapie de toutes sortes, où je me suis vraiment ouverte à tout ça. Et je pense que le fait d'avoir travaillé sur le corps, l'alimentation, l'ancrage avant m'a aidé à pouvoir faire cette transition vers un autre step qui est la gestion des émotions. Parce que je pensais avant que je gérais mon mindset, mais en fait c'était un mindset de je rentre dans le mur et puis on verra bien en fait. Tant pis si je m'ouvre la tête, tu vois. Et puis si je m'ouvre la tête, je mets du scotch et j'avance, tu vois. Et donc forcément là, je me suis dit c'est plus possible parce que j'étais trop fatiguée. Mon fils enfin, on a eu de gros sujets, on en a déjà discuté toutes les deux, mais sur le sommeil. Et donc, en fait, quand t'es crevé, que tu dors pas, que tes neurones, ils se touchent plus, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir mes neurones qui se retouchent au bout de 2 ans, tu vois. C'est quand même hyper long. Et donc, ça veut dire que tu dois aller travailler. J'ai gardé mon fils avec moi pendant 1 an. On a eu un mode de garde au bout d'1 an. Donc, j'ai quand même dû travailler en l'ayant à la maison H24. Donc tous ces sujets ont fait que je pouvais pas m'en sortir toute seule et que ça aurait été vraiment, je pense que je serais allée droit vers le burn-out. J'étais déjà en surmenage et je me disais là je peux pas en fait, je peux pas. Mon entreprise va s'écrouler et j'aime trop ce que je fais pour le voir se détruire à cause de moi. Parce que là c'est pas que t'as pas de clients, c'est que toi-même tu n'arrives plus à gérer. Donc, je me suis questionnée sur tous ces sujets. Je me suis fait accompagner. J'ai délégué aussi dans mon entreprise. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je délègue. Je peux plus tout gérer moi-même. Euh, et donc, il faut que je trouve quelqu'un pour travailler avec moi. Donc, j'ai commencé à avoir une assistante digitale. Et là, ça m'a permis de sortir de la solitude de l'entrepreneur parce que la solitude de la mère. Donc, j'avais créé un petit réseau de mamans. Ça m'a énormément aidée puisque moi, j'ai eu la chance d'accoucher à la maison et d'avoir un petit groupe de mamans qui accouchaient le même mois que moi. Et donc, on avait un petit groupe WhatsApp et ça a été ma tribu, ça m'a énormément aidée. Et à nouveau, j'ai créé cette petite tribu au niveau entrepreneurial où voilà, j'ai créé des petits masterminds, où j'ai discuté avec des entrepreneurs. Et donc, le Covid a quand même aidé là-dedans parce on était tous sur le même niveau, c'est-à-dire qu'on a tous vu notre activité plus ou moins tous, parce qu'il y en avait qui étaient déjà en digital et qui étaient certainement avancés, mais tous ceux qui étaient en présentiel, on s'est tous retrouvés au même moment. Et donc, du coup, ça m'a quand même aidé à me dire, je suis pas toute seule, parce que moi, j'avais besoin de me défaire d'un sentiment de honte qui, quand même, me suivait depuis pas mal d'années, de me dire, si j'y arrive pas, c'est la honte, quoi. C'est la honte, vraiment, je me mets en échec et les gens vont voir mon échec et donc je ne suis pas super forte et donc ça venait casser et effriter un peu cette image qui était hyper importante pour moi de je gère, quoi, je vais y arriver. En fait, je gérais que dalle. Je- J'avais l'impression de gérer, mais je contrôlais. Et donc, du coup, j'ai dû passer à vraiment l'étape d'après, c'est je lâche le contrôle et je fais confiance en la vie, à ce qui va pouvoir se présenter pour amener vraiment cette part de moi un peu plus vulnérable, mais qui aussi peut construire des choses assez incroyables.
Et donc, ça m'a permis d'être, je pense, de passer un niveau en tant qu'entrepreneur et de passer un niveau en tant que femme, qu'accompagnante, de me dire, en fait, j'ai une sensibilité qui se développe et je peux apporter autre chose, quoi. C'est intéressant que tu reparles aussi de la posture, d'accompagnante. Tu disais: «Moi, je suis dans l'accompagnement depuis le début». Comment tu mixes entre, justement, 2 énergies qui est celle de l'accompagnante et celle de l'entrepreneur? Parce que ce sont 2 énergies qui sont très différentes. Eh ben, c'est une bonne question que je me suis jamais posée en fait, tu vois. Parce que je pense qu'intuitivement, il y a des espaces différents. Quand je suis en séance et que j'accompagne, je suis profondément dans la présence, dans l'attention et l'intention. En revanche, il y a des temps pour moi dans la semaine où je suis vraiment dans la vision, dans mon plan d'action. Et du coup, forcément, c'est des énergies qui sont différentes. Et moi, j'aime être cette multicasquette, ce couteau suisse. Voilà, j'ai vraiment, j'aime faire des choses qui sont différentes, donc j'aime naviguer entre ces eaux-là. Alors, je suis méfiante quand même parce que des fois, ça peut aller un peu griller certains moments mon système nerveux. Et donc aujourd'hui, je mets un peu plus de structure dans mon organisation du quotidien pour justement laisser du temps pour chaque espace. Sinon, il y en a un qui prend le dessus et du coup, je perds en clarté. Donc ça fait partie aussi de ma personnalité. Mais c'est vrai que c'est de prendre conscience que à un moment donné, on a besoin de structurer son entreprise pour passer à des étapes supérieures. Alors passer à des étapes supérieures, ça ne veut pas dire forcément que en chiffre d'affaires, hein. C'est juste déjà par rapport à soi, par rapport à l'énergie qu'on peut ressentir. Moi, ça m'a aidé. C'est-à-dire que j'ai envie d'incarner cette nouvelle version dans mon entreprise, c'est-à-dire qui prend soin de son entreprise, qui prend soin de moi dans mon entreprise et qui prend soin de moi en dehors de mon entreprise. Et du coup, j'ai dû apprendre à voir quelles étaient les tâches dans mon quotidien qui m'aidaient et qui me soutenaient dans ces trois parts-là. Donc, c'est-à-dire prendre soin de moi c'est dans mon entreprise, c'est-à-dire me laisser des temps de créativité, de vision, d'interaction avec d'autres entrepreneurs, donc avec les masterminds, avec mon équipe. Ensuite, prendre soin de mon entreprise, bah, c'est gérer les choses que des fois je gère très très mal, c'est que je déteste le plus dans l'entreprise, c'est la compta, les papiers, tout ça. Et en fait, le faire est aussi important pour prendre soin de son entreprise parce que je me suis aussi pris des portes à ces sujets parce que je m'y suis pas intéressée pendant des fois plusieurs mois et même une année tout entière. Et puis après, tu te tapes les régules de l'URSSAF, toutes ces choses qui sont très très désagréables et tu te dis, bah, je peux pas avancer sans ça. Et prendre soin de moi en dehors de l'entreprise, c'est me donner des temps off. Et ça, c'est très très difficile pour moi parce que j'adore ce que je fais. Et je pense qu'avoir un enfant m'a aidé parce que j'adore passer aussi des moments avec mon fils. Et donc, du coup, d'accepter qu'il y a des moments, bah ouais, je coupe mon ordi, je coupe mes réseaux et je prends un vrai temps off et tu reviens et tu as un esprit neuf. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que couper ne veut pas dire ne pas travailler parce qu'au fond, on nourrit notre créativité, on nourrit notre repos mental, physique, enfin, sur tous les plans, quoi. Cette vision très holistique qui est chère à la naturopathie. Oui, et j'aime bien quand tu dis, prendre soin de son entreprise, c'est aussi s'occuper des choses qu'on n'aime pas faire. En fait, j'ai j'ai découvert ça très récemment et ça peut paraître fou parce que ça va faire 20 ans que je suis entrepreneur et j'ai mis des œillères sur toute cette partie administrative. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je gérais l'administratif, c'était genre au dernier moment parce que j'avais pas le choix. Tu vois, je donne un petit exemple, mais pendant la période de Covid, quand j'ai dû faire mon prêt sur l'État, parce qu'à ce moment-là, par rapport à notre chiffre d'affaires de 2019, on a eu cette opportunité. Je dis, ça a été une opportunité quand même pour moi de pouvoir faire ce prêt à taux zéro. Là, je fais la demande à la banque. Donc déjà, rien que d'imaginer qu'il faut faire les papiers, je suis hyper angoissée parce que je me dis ça va prendre du temps, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai un de mes numéros de tiré qui n'est pas clôturé sur une ancienne activité. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je m'en suis pas occupée. Et donc, en fait, ça a failli faire capoter mon dossier. Donc là, je me suis dit, mais tu te rends compte que à cause de ça, tu as failli ne pas avoir ton prêt. Donc ça a été un sujet où je me suis dit, c'est pas possible. Deuxième petite anecdote, parce que j'en ai plein, j'ai commencé à être formatrice pour une école de naturopathie et on nous a demandé d'avoir un numéro de formateur.
Donc là, pareil, j'ai procrastiné pendant des mois en me disant, oh là là, faut monter le dossier, le CERFA. Moi, tu vois, rien que CERFA, j'ai pas du tout envie d'y aller. Il faut retrouver tous les papiers, les diplômes. Et je suis quelqu'un d'organisé, je tiens à le dire, j'ai quand même un drive qui est très structuré. Donc en fait, c'est pas un problème de pas retrouver mes papiers sont rangés. C'est juste l'idée de consacrer du temps à faire cette tâche-là, alors que moi, j'aime plutôt être avec mes clients et être en train de créer des nouveaux produits. Et donc, j'ai procrastiné. Il fallait qu'on me mette une deadline. Donc, moi, je fonctionne à la deadline. Si j'en ai pas, je fais pas. Et donc là, je finis par faire ces papiers-là et je me rends compte que finalement, grâce à ce nouveau statut, je peux avoir 0% sur mes activités en tant que formatrice, ce qui me fait gagner 20% de TVA quand même. Et là, je me dis, non mais tu te rends compte, tu as passé des mois où tu aurais pas pu passer une grosse partie de tes activités à 0%, ce qui est quand même assez dingue parce que 20% de TVA, c'est une perte qui est énorme quand on a ce changement de statut. Pareil, quand j'ai dû passer de auto-entrepreneur en entreprise individuelle, je m'y suis pas intéressée. Cette année, j'ai eu une régule d'URSSAF parce que pareil, j'ai pas prévisionné. Donc j'en ai plein des histoires comme ça où à chaque fois je me dis mais Émilie, tu peux pas faire ça. Donc cette année est une année où je me suis priorisé ce sujet-là. On est en septembre et je vois déjà que j'ai pris du retard sur la compta. Mais du coup, je me dis, il faut que je me fasse accompagner parce que si moi-même, je n'arrive pas à le faire, j'ai besoin de quelqu'un extérieur qui me donne des deadlines, en fait. Ouais, qui te cadre par rapport à ça. C'est ça. Alors, tu nous as beaucoup raconté, Émilie, tout ce qui t'est passé là ces dernières années. Et comment toi, dans l'avenir, justement, tu as envie d'évoluer ou comment tu te vois, vers quoi tu vas? Alors, j'ai deux réponses à cette question. La première, c'est qu'aujourd'hui, il est très clair que j'ai envie d'amener ma pierre à l'édifice pour soutenir les entrepreneurs du bien-être qui se développent parce que je me suis pris plein de portes, comme on a pu le voir, et que j'ai envie de transmettre aussi cette expérience-là et de donner les clés sur comment anticiper tous ces changements-là. Je pense qu'on n'a clairement pas une culture de l'entrepreneuriat dans notre société et j'ai envie vraiment de contribuer dans ce sens-là. Et la deuxième partie de ma réponse, c'est que j'ai envie de continuer à accompagner des offres qui me ressemblent. Donc aujourd'hui, c'est à travers des formations pour les professionnels, mais je me laisse la porte ouverte, beaucoup plus ouverte qu'avant, à changer si je le ressens profondément, comme à un moment donné, un besoin de réalignement. Donc c'est plutôt une réponse où je vais m'écouter un petit peu plus et je vais accepter que même si l'extérieur me dit elle change tout le temps, tous les 4 matins, en fait moi je sais que ça suit mon fil rouge intérieur et que c'est ça le plus important, que c'est ça qui fait que mon entreprise est alignée. Et pour moi, cet alignement est la base de la réussite de mon entreprise. Donc, c'est qu'elle puisse vraiment suivre ton évolution personnelle, en fait, évoluer en même temps que toi, comme tu l'as fait depuis 10 ans finalement. C'est ça. Ouais. Et même j'ai envie de dire 20 ans parce qu'en fait tu n'as fait que, évoluer et j'ai quand même envie de te poser la question parce que dans le bien-être, beaucoup de gens sont quand même en reconversion et viennent du milieu salariat et c'est justement ça qui est le plus difficile, c'est d'apprendre cette double casquette, un nouveau métier de thérapeute et l'entrepreneuriat. Mais toi, à l'inverse, tu t'es jamais imaginé travailler pour quelqu'un d'autre? Enfin ou une structure? Je l'ai fait, j'ai eu 2 expériences de 6 mois. Et ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que je pense que cette liberté à l'intérieur de moi, cette créativité qui me pousse à vraiment créer des choses qui sont pour moi uniques, je l'ai pas retrouvée dans le salariat. Donc, c'était pas le cadre qui me correspondait. Et puis, je me pose vraiment la question au bout de 20 ans, d'être à son compte, si c'est possible, tu vois? Enfin, je pense que quand ça fait tellement longtemps qu'on est à son compte, le switch me paraît après difficile, en tout cas. Alors, je sais pas, je me suis déjà posé la question, je t'avoue, parce que bah, voilà, dans les moments de doute, on ouvre les portes de potentiellement retrouver un job salarié. Et tant que je n'arrive pas à voir le bénéfice plus important, donc je me suis vraiment questionnée sur ce bénéfice, je ne suis pas passée à l'action. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que j'ai mis tout en œuvre pour vraiment réussir ce que je suis en train de faire? Et tant que la question était non, je persévère. Et tant que le bénéfice d'un job salarié, il n'est pas supérieur à ce que je suis en train de vivre, c'est toujours non. Ouais, c'est une bonne façon de se poser la question. Et justement, comment tu poserais enfin, à une personne qui débute, ce que toi tu as commencé il y a plus de 10 ans,
Mm. dans ce domaine de la naturopathie ou de l'accompagnement. Ce serait quoi le conseil que tu aurais à lui donner aujourd'hui, mais compte tenu de ton expérience, mais je trouve aussi compte tenu de la situation actuelle qui est effectivement plus la même qu'il y a 10 ans? Alors moi, ce que je dirais en premier, c'est d'être aligné à ses valeurs profondes, parce que se connaître, connaître ses valeurs profondes, c'est essentiel. Donc ça, je pense que quand on se reconvertit, des fois, on fuit une situation et on n'anticipe pas que on va revivre exactement la même chose, hein, si on travaille pas dessus. Donc, aller faire ce travail que l'on fait en coaching, hein, et c'est pour ça que je pense que toutes les deux, on adore le coaching, c'est qu'on fait vraiment ce travail d'ancrage profond. Donc, pour moi, c'est de trouver son ancrage quand on démarre son activité. Et ensuite, c'est se dire, la passion, c'est super. Et je suis quelqu'un de passionné. En revanche, le plan d'action, c'est tout aussi important. Donc, c'est vraiment d'avoir de la suite dans les idées et pas de se dire, on verra bien ce qui se passera. C'est d'avoir quand même un peu de structure dès le départ, d'avoir une vision, d'éclairer sa vision pour pouvoir avoir des actions qui nous conduisent pas à l'épuisement et au burn-out, parce que aujourd'hui, l'épuisement et le burn-out des entrepreneurs du bien-être, il est très, très répandu et c'est quand même dommage puisqu'on prône quand même ces valeurs de prendre soin de soi. Et en même temps, s'il est aussi répandu, c'est aussi parce que justement cette situation, enfin vivre du bien-être, c'est compliqué aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression que si la situation enfin si autant de gens s'épuisent, c'est que ça demande aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Enfin, il y a un peu des 2. Alors, tu vois, moi, je suis pas tout à fait d'accord que vivre du bien-être est compliqué aujourd'hui. Je pense que ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas les clés de ce que c'est être entrepreneur. C'est comme un guide et une méthodologie. C'est qu'au fond, si on avait un document A4 qui résumait, et je suis aujourd'hui dans cette capacité de créer ce document A4, c'est quoi être entrepreneur, quelles sont les étapes administratives, puis dans le plan d'action, dans la structuration de son activité, on s'épuiserait beaucoup moins. Et ce document A4, il n'existe pas officiellement. Tu vois, tu reçois pas un petit courrier qui te dit, alors voilà, ça c'est les tâches administratives et ça c'est ce que tu dois faire pour avoir de l'ancrage dans ton entreprise, c'est-à-dire bah, quelles sont tes valeurs, à qui tu t'adresses. Voilà. Et c'est ce mix des deux qu'on n'a pas, cette synthèse. Après, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas faites pour être entrepreneurs. C'est aussi une réalité. Mais globalement, je pense que utiliser une machine à café sans la notice, c'est compliqué. Si on donne la notice, je pense que 90% des gens devraient arriver à utiliser la machine à café. Et pour parler un petit peu de la notion, d'engagement parce que, aujourd'hui, une activité, telle que tu l'as fait, enfin, j'imagine qu'il y a toujours aussi derrière un engagement au sociétal. C'est quoi qui te touche le plus aujourd'hui, dans notre monde et contre lequel tu as envie de te battre et d'agir, que ce soit personnellement ou par ton activité professionnelle? Alors moi, il y a deux sujets. C'est d'abord l'engagement sur l'accessibilité à une alimentation saine, donc vraiment connaître les besoins de notre corps à travers l'alimentation. Et donc c'est sur cette base-là hein, que j'ai créé C'est si bon. Et aujourd'hui, bah, c'est tout ce que je peux développer en termes de conseils que je peux donner sur les réseaux, à travers mes newsletters, mais aussi je me suis engagée auprès de l'école de mon fils pour donner des ateliers de cuisine tous les mois pour les enfants gratuitement. Donc c'est fait vraiment partie des choses qui me tiennent à cœur dès le plus jeune âge que ce sujet de l'alimentation soit rencontré et découvert. Et le deuxième, aujourd'hui, il est sur l'entrepreneuriat parce que en ayant regardé derrière moi, je me suis dit, waouh, il m'a manqué tellement de choses, ça m'aurait fait tellement gagner de temps. Alors, j'ai aucun regret, mais c'est vrai que je me dis, j'ai envie on puisse aujourd'hui devenir entrepreneur, et notamment pour les femmes, parce que j'ai vu ce que c'était d'être entrepreneur et maman, et qu'aujourd'hui, je vois encore beaucoup de femmes me dire, je suis entrepreneur parce que c'est plus facile pour mon planning, ça me laisse plus de temps. Et moi, je me dis, mais attends, juste il y a un moment donné, être entrepreneur, c'est aussi, ça demande du temps pour son entreprise. Et donc, si on jongle entre préparer les repas pour les enfants, faire les lessives, aller chercher à l'école, etc., l'entreprise, elle n'a pas vraiment le temps de se développer. Donc, c'est vraiment aider aussi les entrepreneurs à structurer dès le départ leur activité, avoir de la clarté, avoir une vision, parce que souvent on s'éparpille. Moi, je suis quelqu'un à la base de très éparpillé, et ça m'a toujours demandé de reclarifier ma vision. Donc ça, je m'y engage à travers mes dernières formations et mes derniers programmes. Et tu as raison que l'entrepreneuriat, c'est un sujet de société, en fait, parce que, d'ailleurs, je vais te poser la question sur le titre du podcast, mais tu vois, pour moi,
Un autre chemin est possible, c'est par exemple la voie de l'entrepreneuriat, parce que en fait, si tu te questionnes pas, effectivement, la voie toute tracée et qui est normée dans notre société, c'est la voie du salariat. Donc, en fait, c'est un chemin qui n'est pas vraiment balisé aujourd'hui, et c'est super que tu puisses accompagner à ce niveau-là. J'irai un petit peu plus loin, tu vois, moi, sur le sujet d'un autre chemin est possible, c'est-à-dire celui de l'entrepreneuriat, c'est que pour moi, aujourd'hui, et c'est vraiment le step dans lequel j'arrive, c'est un autre chemin est possible, c'est-à-dire d'être entrepreneur et de prendre soin de soi. Donc, on prend soin des autres et on continue à prendre soin de soi. Donc quelque chose de très holistique de pro-perso qui viennent s'en mêler parce que l'entrepreneuriat, la barrière, elle est très très floue. Et je m'engage aujourd'hui à vraiment faire en sorte de simplifier les choses pour les personnes que j'accompagne pour que le bien-être soit aussi présent dans l'entrepreneuriat. Et comment toi, tu l'appliques pour toi, le bien-être? Alors, c'est un chemin de chaque jour, hein, on peut le dire. Mais c'est vrai que c'est déjà en me mettant vraiment des temps off de mon entreprise, en ayant un planning qui est un peu plus cadré qu'avant, parce qu'avant j'étais beaucoup à l'intuition et je me rends compte que bon, l'intuition ça va 2 minutes, mais le plan d'action clair, il est quand même bien plus bénéfique et il permet aussi de mieux déléguer. Et puis c'est surtout de continuer, même quand c'est difficile pour moi, à bien manger, à faire du sport, à passer du temps en famille, à couper dans mon activité, tout ce que je transmets, que ce soit l'EFT, le coaching, à me l'appliquer pour moi-même et à continuer aussi à me faire accompagner parce que sinon, enfin, s'auto-coacher, ça marche un petit peu, mais il y a quand même des limites. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Et c'est quoi ton actualité là en cette rentrée? Alors aujourd'hui, on va être sur le lancement de la formation pro La Cuisine Naturo. Donc, c'est une formation professionnelle que j'ai créée l'année dernière et qui me trottait dans la tête depuis des années. Et donc, cette formation, elle a pour but de à la fois devenir expert en cuisine santé sur vraiment le côté pratique, passer de la théorie à la pratique, parce que je pense que c'est vraiment une manière de développer son activité comme j'ai pu le faire il y a quelques années et de se démarquer de, j'ai envie de dire, l'océan des naturopathes aujourd'hui. Donc, dans cette formation, j'ai vraiment voulu simplifier toute la théorie qu'on a pu apprendre en formation et la relier à la pratique. Donc, toi, tu connais puisque tu as fait un stage avec moi. Donc, c'est à travers différents modules de la pratique en cuisine ensemble. Donc, c'est une formation digitale. Et l'autre volet de la formation qui me tient à cœur et qui finalement est vraiment ce mix de mon parcours, c'est vraiment accompagner à se professionnaliser en tant que expert en cuisine santé, naturopathe, c'est-à-dire créer des ateliers, créer des offres qui nous ressemblent, savoir quelles sont nos valeurs, comment les vendre, comment penser avec clarté et structurer son activité. Donc, je les accompagne à travers des lives coaching et mentorat tout au long des 6 mois de formation à voilà, penser le projet en plus de le mettre en parallèle avec toutes ces connaissances voilà, qu'elles vont acquérir au fur et à mesure des mois. Donc, la première promo, elle est en train de se terminer là avec plein de retours positifs, avec des femmes là que je vois vraiment se développer, se déployer, avec chacune voilà des clients de cœur qui sont différents, donc avec des ateliers qui sont uniques parce que moi le but à travers cette formation c'est pas de faire un copier-coller de C'est si bon, c'est vraiment de développer une activité qui leur ressemble et vraiment, j'ai trop hâte là dans les prochaines semaines de communiquer sur toutes ces femmes là qui vont se développer à travers la France, mais aussi la Suisse, à travers des ateliers pratiques en cuisine naturelle. Mais ça, c'est génial parce que ça permettra aussi de savoir quand on cherche justement. Moi, j'ai souvent des personnes qui me demandent où est-ce que je peux faire un atelier de cuisine sur Paris ou autre, d'avoir une sorte de référencement d'atelier où on sait qu'il y a une qualité. Et effectivement, et c'est génial que tu puisses. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui manque dans les formations de naturopathie aujourd'hui. On a uniquement de la théorie et encore pas forcément de la théorie cuisine. Enfin, en cuisine, c'est de la théorie nutritionnelle. Et il manque tout cet aspect-là. Et donc ça, c'est vraiment génial parce que c'est vrai que apprendre aux gens à cuisiner aura pour moi toujours plus de succès que de leur donner des fiches. Ça aura toujours beaucoup plus d'impact auprès de la clientèle, quoi. Ça, j'en suis convaincue. En fait, moi, c'est mon expérience qui m'a permis de réunir ces deux pans-là dans la formation. C'est à la fois mon expérience auprès des particuliers où j'ai vraiment vu que
le passage à la pratique vs les livrets de recettes où finalement ils en font 3, ils passent à autre chose. L'accompagnement vraiment en cuisine, que ce soit en présentiel ou en digital. Et à la fois, quand j'ai commencé à être formatrice en école de naturo, j'avais à la fois le TD Nutrition qui permettait d'aller un peu plus loin dans la pratique, découvrir les produits, et à la fois le TD Développement Projet, où je me suis dit, mais en fait, il y a un mix à faire entre les deux, une synthèse, parce que moi, mon but, c'est vraiment de rendre accessible aussi l'information, parce que quand on se lance, il y a tout un travail de synthèse de ce qu'on a appris. Moi, je le fournis à travers cette formation, de la synthèse de mes 10 dernières années, à la fois au niveau de la cuisine et à la fois au niveau du chemin entrepreneurial. J'essaye vraiment, et ça fait partie de mes valeurs de clarté, d'amener vraiment de la clarté, de la lumière pour que ce soit le plus simple possible. Et en tout cas, Émilie, tu nous fais un super cadeau pour les auditeurs d'un autre chemin est possible, puisque tu nous as fait un petit code promo que je remettrai dans les liens de description de l'épisode pour offrir 100 € de réduction, je crois, sur la formation. Donc, c'est un super cadeau. Donc, voilà, vous retrouvez toutes les infos. Merci infiniment à Émilie, non seulement pour la générosité de tous tes partages, et puis voilà, pour ce cadeau aux auditeurs, comme il y a aussi beaucoup de naturopathes qui écoutent le podcast, et je pense vraiment que c'est une formation qui peut énormément apporter et aider pour développer son activité. Merci à toi, Marion. J'ai adoré notre échange. À très bientôt, Émilie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Du partage d'Émilie, je retiens plusieurs choses. Déjà, j'ai aimé sa manière d'aborder les choses pendant sa formation de naturopathie, et comme elle disait, le fait de faire des choses pour soi, il n'y a pas d'enjeu. Et donc du coup, on s'enlève de la pression. Et ça me semblait une bonne approche aussi, de faire d'abord les choses pour soi. J'ai aimé aussi l'idée de, même quand on est en surmenage, on a tendance à tout le temps dire il faut se reposer, et bien sûr que le repos est important, mais comme disait Émilie, l'action, elle peut aussi être bénéfique quand il s'agit de faire des choses qui nous font du bien. Donc l'inaction n'est pas toujours la solution, ça peut être des actions quand elles nous font du bien. Je retiens aussi l'idée que le changement d'environnement, comme le lieu de vie, mais ça peut être aussi un changement d'environnement en tant que personne qui nous entoure, ça peut être très libérateur quand on veut lancer son activité, ou en tout cas se lancer dans quelque chose de nouveau. J'ai aimé aussi les 3 axes dont parlait Émilie, qui sont prendre soin de son entreprise, prendre soin de soi dans son entreprise et de soi en dehors de son entreprise. Et l'idée que parfois prendre soin de son entreprise, c'est faire des choses, des tâches qu'on n'aime pas faire, mais qui peuvent être bénéfiques, donc c'est une manière de prendre soin. J'ai aimé la question de coaching que se pose Émilie. Est-ce que j'ai tout mis en œuvre pour que ça marche avant de prendre une décision, comme par exemple se dire bon, je vais tout arrêter, rechercher un boulot, se poser cette question-là, c'est intéressant. Et ce que je retiens aussi dans son partage, et notamment dans la formation qu'elle propose, c'est l'idée que même si aujourd'hui on parle beaucoup de la cuisine en naturopathie, en fait finalement des ateliers, il n'y en a encore pas tant que ça. Et en plus il y a encore tellement de monde à former, à informer, qu'il y a de la place pour ça, et il y a de la place pour plein de types d'ateliers différents, avec des approches différentes. Donc vraiment, si en tout cas le cœur vous en dit, et que vous êtes appelé, vous avez cette envie de partager autour de la cuisine, mais vous savez pas comment faire, je pense vraiment que la formation d'Émilie peut vous apporter des super bases pour oser créer vos propres ateliers, comment les faire connaître ensuite, comment les développer. Vous avez le code Un autre chemin qui vous donne 100 € de réduction sur la formation si vous ressentez l'appel. Merci encore pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre une petite note ou un commentaire sur les applications de podcast. Vous pouvez me suivre sur Instagram à l'adresse @marion.alvesdeoliveira ou découvrir mes offres d'accompagnement sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.